Très bien. Écoutez, chers élèves, soyez les bienvenus pour cette dernière visioconférence du cycle des Semaines de la Bibac et du supérieur, organisée par Réseau Bibac. Le thème ce soir, vous le connaissez, Parcoursup. Et dans ce cadre, nous avons le plaisir d'accueillir Jérôme Teilhard, inspecteur général et chef de projet Parcoursup. Jérôme Teilhard, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté une nouvelle fois notre invitation et de prendre le temps de présenter et d'expliquer ce qu'est Parcoursup et comment la plateforme fonctionne. S'orienter, c'est certes choisir, mais c'est d'abord se repérer. Et vos propos ce soir vont permettre aux élèves de nos sections binationales de mieux s'approprier l'outil Parcoursup. Voilà, je précise et rappelle, vous êtes sans doute habitués, mais que tous les élèves, vous les participants, vous pouvez à tout moment poser des questions sur le chat et pendant la présentation ou dans la foulée de la présentation, nous prendrons le temps de faire remonter vos questions. Un dernier mot encore, donc ce soir c'est Héloïse Ménard, vice-présidente de Réseau Abibac, qui m'aidera à modérer cette table ronde et je l'en remercie. Voilà, et bien écoutez, Jérôme Teilhard, merci encore et je vous laisse la parole, c'est à vous. Très bien. Bonsoir à toutes et tous. Alors, je crois qu'il y a encore temps de vous souhaiter de bons vœux, sans mauvais jeu de mots avec Parcoursup, mais en tout cas, mes vœux vous accompagneront aussi dans cette phase d'orientation et de choix dans laquelle vous rentrez maintenant. Alors, on a un petit PowerPoint. Je précise que, évidemment, il pourra vous être transmis et que, par ailleurs, il est basé, c'est un extrait de beaucoup d'éléments qui sont en ligne. Donc, quand vous retrouvez tous les éléments, ça vous aidera si vous en avez besoin. Peut-être si on passe à la diapo suivante, d'abord pour revenir sur qu'est-ce que Parcoursup, qu'est-ce que pour vous. Euh, D'abord, un levier de vraie simplification dans l'accès à l'enseignement supérieur, parce que Parcoursup pour vous, c'est une seule procédure, un seul dossier à constituer, quel que soit le nombre de formations que vous allez demander, et un seul calendrier à appréhender. Pour vos aînés, c'était de multiples calendriers, de multiples dossiers, et donc du temps passé à s'organiser pour candidater, alors que notre objectif à nous, c'est en simplifiant le processus de constitution de dossier, vous permettre de vous concentrer sur l'essentiel qui est de choisir euh, ce que vous souhaitez faire. C'est une offre de formation riche et diversifiée, c'est de l'ordre de 25 000 formations, des diplômes nationaux, des diplômes d'établissement et des formations sous statut étudiant et en apprentissage également. L'objectif de Parcoursup pour vous aider, c'est de présenter un cadre de présentation des formations qui soit unique. Vous verrez, on y reviendra dans mon propos, pour vous permettre vraiment de comparer les formations, de savoir là où sont positionnées les informations essentielles, quelle que soit la formation qui vous intéresse, c'est toujours positionné de la même manière. Et je crois que c'est important. Et puis, Parcoursup, ça n'est pas seulement une plateforme numérique, c'est aussi une plateforme qui est organisée en lien avec des services d'accompagnement ou des acteurs de l'accompagnement, qu'ils soient au sein de votre établissement scolaire, mais ils peuvent être aussi en ligne, directement sur la plateforme Parcoursup. Il y a un numéro vert, il y a des réseaux sociaux. On essaye de multiplier les canaux de communication avec vous, de multiplier aussi les outils et conseils, outils de ressources que vous allez retrouver sur le site parcoursup.gouv.fr de manière aisée. Et puis un point que je signale pour mémoire, mais il est important parce que les légendes urbaines circulent vite sur Parcoursup et de manière régulière, elles vous font croire que Parcoursup va décider de votre avenir. La réalité, c'est que ça n'est pas ça. Parcoursup n'est qu'un outil qui sert à consolider votre dossier, qui sert à vous présenter l'offre de formation, mais qui en aucun cas n'examine votre candidature. Les candidatures sont transmises à des enseignants du supérieur, comme vous avez des enseignants dans le secondaire, pour qu'ils examinent votre candidature et ensuite Parcoursup récupère leur classement, en quelque sorte, et vous le porte à connaissance de manière à ce que vous puissiez faire des choix à partir de propositions que vous avez.
Voilà, ceci étant dit, rentrons maintenant dans, ce que vous fait Parcoursup, les engagements, c'est vous permettre de choisir librement des formations qui vous intéressent. Je crois que c'est un point important. On essaye de vous donner les outils pour, choisir librement, mais ça veut dire que vous n'avez pas à classer des vœux, à distinguer un premier, deuxième ou troisième. Ça vous empêche pas dans votre tête d'avoir des préférences, évidemment, mais vous n'avez pas à les classer au moment où vous allez formuler des vœux. Notre objectif, c'est d'éviter que vous soyez encore englué par votre autocensure qui vous dirait que il vaut mieux que vous mettiez en un ce que vous pensez avoir plutôt que ce que vous avez envie de faire. Et nous, notre objectif, c'est de vous aider à découvrir, vous découvrir et avoir aussi de l'ambition. Vous avez des droits sur Parcoursup, c'est vous qui avez le dernier mot. Je crois que c'est important. Et puis, Parcoursup est une plateforme aussi qui met en œuvre des dispositifs prévus par la loi pour accompagner la réussite des étudiants, pour décider de mettre en avant aussi des enseignants, des étudiants qui peuvent être dans des situations particulières, situations de handicap, sportifs de haut niveau ou artistes confirmés, des actions volontaristes pour aider à l'accès à l'enseignement supérieur sur ceux qui sont boursiers, par exemple. Diapo 4, Parcoursup, c'est aussi des résultats, et là aussi quelques-uns que je vous donne de manière aussi à vous rassurer. Sur Parcoursup, c'est une phase d'admission qui vous propose du choix et des réponses rapidement. Du choix parce que l'an dernier, c'est les résultats de 2025 que je commente. Chaque lycéen qui a reçu des propositions en avait en moyenne 6, qui leur permet vraiment de choisir. Et puis, oh, dès le premier jour, 68% des lycéens avaient reçu une proposition, ils étaient de 81% au bout d'une semaine, et cela, tous séries de bacs confondus. Donc, si vous êtes plutôt à tendance bac général, on est très largement au-dessus de 90%, puisque cela, c'est une moyenne des 3 séries de baccalauréat. Et puis, il y a évidemment des solutions et des appuis, des accompagnements pour ceux qui n'ont pas de réponse, parce qu'on peut avoir cette angoisse, et si je ne reçois rien, qu'est-ce qui se passe? Nous avons des dispositifs pour vous accompagner là aussi. Et pour vous dire, au début de l'an dernier, dans la phase de Parcoursup, il y avait 650 000 lycéens au départ. Il y en avait 10 000 qui n'avaient pas de proposition au 1er juillet. Il y en a 22 000 qui nous ont sollicité pour avoir un accompagnement. Et à la fin du mois de septembre, il n'y en avait que 38 à qui nous n'avions pas trouvé de solution. Bon, voilà, on peut toujours faire mieux, il faut toujours faire mieux, mais voilà, 38 sur 650 000. En tout cas, je pense que vous pouvez aussi avoir ces éléments en tête, ça doit être de nature à vous rassurer sur le fait que vous avez toute opportunité de trouver la formation qui vous intéresse et de pouvoir faire votre entrée étudiante l'an prochain. 25 000 formations, je l'ai évoqué. Alors, il y a une grande diversité. Il y a 2 grandes catégories, ce qu'on appelle des formations en alternance, quand on partage son temps entre un apprentissage académique et puis un apprentissage auprès d'un employeur. Et puis, ce qu'on appelle les formations sous statut étudiant, qui sont, comme vous faites votre scolarité aujourd'hui, à temps plein en apprentissage académique. Vous pouvez faire sur le même diplôme en apprentissage ou en version sous statut étudiant. Parmi les formations sous statut étudiant, il y a 2 éléments, 2 catégories à retenir, les formations, ce qu'on appelle sélectives, et puis les formations non sélectives. Les formations non sélectives, c'est celles qui proposent le plus de place, elles sont à l'université. Ce sont les licences, y compris les licences accès santé, les licences professorat des écoles, qui est une nouvelle licence ouverte cette année, les parcours d'accès aux études de santé, et puis les formations sélectives, c'est celles qui sont les plus diverses. Vous y retrouvez évidemment toutes les formations post-bac en lycée, les écoles d'ingénieurs, de commerce, les formations médicales, paramédicales, voilà, une très grande diversité de formations. Qu'est-ce qui distingue le sélectif du non sélectif? Le sélectif, c'est par définition, il peut sélectionner et donc il peut, y compris, vous répondre de manière négative à une candidature. Le non sélectif ne peut pas vous répondre de manière négative. Par contre, ça ne veut pas dire que tout le monde sera pris. Tout le monde sera pris dans la limite de la capacité d'accueil de la formation. Voilà, évidemment, il y a un seuil, donc ça ne veut pas dire non sélectif que tout le monde sera pris, mais ça veut dire que dans leur modalité d'examen de candidature, ils classeront tout le monde. Alors qu'une formation sélective ne classe pas tout le monde, certains seront non classés dès le départ. Si on passe à la diapo suivante, un point important, quand vous allez sur le site parcoursup.gouv.fr, que vous consultez le moteur des formations, le moteur de recherche, la carte des formations, qui se présentent exactement comme des moteurs de recherche très, très classiques. Vous accédez à l'ensemble des fiches formation avec un objectif d'abord, vous synthétisez l'information. Vous voyez là ce qu'on voit à droite sur l'écran, il y a
une capture d'écran avec un bandeau transversal qui s'appelle la carte d'identité de la formation, dans lequel vous retrouvez un certain nombre d'informations essentielles, le titre du diplôme, le nom de l'établissement, son statut public ou privé, est-ce qu'il accueille des étudiants boursiers, est-ce que c'est une formation sélective ou non sélective, sa capacité d'accueil et puis même le label délivré ou non par le ministère de l'enseignement supérieur à cette formation. Et puis vous avez en dessous, vous le voyez, il y a 6 rubriques de gauche à droite qui vont de la présentation de la formation jusqu'au contact avec l'établissement et qui vous permettent systématiquement, quelle que soit la formation que vous avez consultée, de toujours retrouver cette organisation en rubrique de manière systématique. Ça vous permet ensuite de comparer. Et d'ailleurs, sur Parcoursup, il y a un comparateur des formations qui vous permet, comme si vous avez acheté un portable ou une machine à laver. Alors sans doute que quand on est lycéen, on achète moins de machines à laver, mais plus souvent des portables. Vous avez peut-être comparé sur des caractéristiques techniques de prix. Alors là, ben, on a transposé en fait ce principe-là à l'appareil de formation. Vous pouvez identifier si une formation est très demandée ou l'est pas. Est-ce quel est son statut? Quels sont ses frais de scolarité? Voilà, des éléments qui sont utiles. On fait aussi parce que toutes les formations ne sont pas sur Parcoursup, en France. Évidemment, je vous apprends peut-être rien, il y a des formations hors de Parcoursup. Alors, celles-ci peuvent des fois, chanter, vous savez, comme les sirènes, face à Ulysse, en leur disant que leur monde est plus simple, il est plus beau, il est plus joyeux, et voilà. La réalité, c'est surtout qu'elles ont des diplômes qui ne sont pas qualifiés pour rentrer sur Parcoursup et donc elles doivent compenser par un effort de communication redoubler. La deuxième réalité, c'est qu'elle ne vous apporte pas exactement les mêmes garanties en termes de respect, de transparence. Donc, on a un petit guide, je le dis pour les parents qui sont là avec nous ce soir, un petit guide qui est en ligne sur Parcoursup qui permet de se poser des bonnes questions quand on veut aller vers un établissement en dehors de Parcoursup. Je le dis, moi, on a le droit, hein, c'est pas un péché, mais simplement, il faut être alerté sur là où on met les pieds et il faut se poser les bonnes questions et on vous aide à vous poser les bonnes questions. Diapo suivante, une projection du calendrier de Parcoursup. On est en période bleue, comme dirait Picasso. 19 janvier, c'était l'ouverture de Parcoursup. Et puis, vous aurez 2 temps à retenir. Le 12 mars, la date de fin de la formulation de vos vœux. Le 1er avril, la date de fin pour finaliser votre dossier de candidature. Et puis, juste après le 1er avril, toutes les formations post-bac recevront vos candidatures. Elles les examineront entre le début du mois d'avril et la fin du mois de mai. Elles nous remonteront leur classement et à compter du 2 juin, entre le 2 juin et le 11 juillet, il y aura ce qu'on appelle la phase d'admission, dans laquelle nous vous formulons les retours des formations. Vous recevrez une réponse à chacun des vœux formulés, des réponses positives ou négatives selon les situations. Et puis, à partir des propositions positives, eh bien, vous pourrez décider si vous y allez dans cette formation ou pas. Je précise, parce que je vois passer, euh, euh, entre toutes les formations, ce qui se passe entre quand vous êtes candidat à des concours, par exemple, eh bien, les concours, de toute façon, vous devez candidater sur Parcoursup. Et ensuite, les concours s'organiseront entre le 7 avril et puis la fin du mois de mai. Mais c'est bien la candidature à faire sur Parcoursup. C'est là que toutes les formations sont présentes. Diapo suivante, le bon réflexe que vous avez, alors c'est celui que vous pratiquez ce soir, c'est de s'informer sur l'offre de formation. Il y a 2 sites de référence, à la fois l'ONICEP qui propose une plateforme Avenir avec beaucoup d'informations sur la formation, les métiers, et puis évidemment la carte des formations de Parcoursup dans lequel vous pouvez enregistrer des favoris, dans lequel vous pouvez comparer, dans lequel vous pouvez identifier toutes les dates des journées portes ouvertes. Et je n'aurai de cesse de vous conseiller de cumuler à la fois l'information que vous voyez en ligne, de la confronter avec les échanges avec les étudiants, ambassadeurs, avec les enseignants du post-bac, parce que ça n'est que dans la confrontation de ce réel, en quelque sorte, qu'on arrive à approfondir sa propre compréhension des formations et sa propre motivation. Si on va à la slide suivante, normalement, voilà, c'était bien fait pour être en lien dans mon propos. Échanger, ne restez pas seul avec vos questions et anticiper. Finalement, c'est ça les règles du jeu. Alors, il y a peut-être des parents avec nous ce soir, y compris qui ont d'autres enfants, peut-être qui peuvent être en amont. On peut tout à fait consulter Parcoursup, toutes les informations de Parcoursup quand on a
un lycéen en seconde ou en première et qui n'est pas de candidat de terminale. On peut même créer un compte sur Parcoursup tout en étant en seconde ou en première. Ça permet de consulter, ça permet d'aider à réfléchir et je crois que c'est bien. En tout cas, n'hésitez jamais à échanger parce que je crois que c'est vraiment important de ne pas rester seul face à l'outil dans la recherche de sa formation et l'approfondissement de son parcours d'orientation. Slide suivante. La fiche formation, c'est vraiment le cœur du réacteur. Vous avez les informations sur le contenu et les débouchés des formations, les informations sur les critères de candidature, les modalités de candidature. Les modalités de candidature, par exemple, c'est pour ceux qui sont intéressés par les concours GP Polytech, Avenir, Puissance Alpha ou autres concours INSA, puisqu'on est très ingénieur là. Eh bien, toutes ces formations-là sont présentes et vous décrivent leurs modalités de candidature et notamment les dates des concours. Vous aurez aussi des informations plus riches pour vous aider avant de faire vos vœux. On va y revenir juste après. Si on passe à la diapo suivante, merci. D'abord, je reviens. Vous avez vu, on retrouve les 6 onglets que je vous avais évoqués tout à l'heure, tout en haut. Je m'attarde là sur l'onglet qui concerne les critères de candidature. Évidemment, c'est forcément important, quelque chose sur lequel vous voulez porter attention. Donc, c'est la deuxième rubrique en partant de la gauche et vous y avez 3 informations essentielles pour vous. La première, c'est ce qui est à côté de l'accolade, c'est la distribution de manière synthétique du poids des critères, de chacun des critères dans l'examen de la candidature. Quel est le poids que l'on accorde, que les enseignants de la formation qui vous intéresse accordent aux résultats scolaires, à la méthode de travail, au savoir-être, à la motivation ou encore à l'engagement, par exemple. Évidemment, là, vous avez une distribution qui est toujours égale à 100. Dans cette formation prise au hasard, il y a 70% sur les résultats scolaires. Ça peut être variable d'une formation à l'autre en fonction des profils que souhaite recruter la formation, en fonction de ses attendus et de ses exigences. Donc, je crois que c'est important. Deuxième élément, euh, conseils aux candidats. Ce sont des conseils délivrés par les enseignants de la formation à la lumière de leur expérience du recrutement 2025 ou 2024, des messages qu'ils veulent faire passer aux futurs candidats. Donc, ne vous épargnez pas de lire cet élément-là. Je crois qu'il peut être important, intéressant, parce que c'est le message direct des enseignants. Et puis en dessous, là où j'ai identifié mais qu'une seule ligne, vous avez le détail de la grille des candidatures. Il y a évidemment bien d'autres lignes et vous voyez qu'on décline en quelque sorte. Quand on a dit que les résultats scolaires c'était 70%, les résultats scolaires c'est quoi? Eh bien là, pour cette formation, c'est si je ne doute pas, les résultats en français, en histoire géo ou en philosophie et en philosophie. Donc évidemment, ce sont des éléments et vous voyez, vous avez des petites puces qui permettent d'identifier le poids relatif d'un critère par rapport à un autre. Dans quel élément elle va venir récupérer, évaluer finalement ces critères? Eh bien, c'est à partir des notes aux épreuves anticipées de français, aux épreuves du contrôle continu. Voilà, ce sont des éléments qui sont intéressants pour votre appréciation. Ah, je vous avais dit qu'on était en période bleue de Picasso. Alors, slide suivante pour arriver à une des nouveautés qu'on a introduites l'an dernier et qui est un élément alors pour vous aider à vous positionner et à appréhender selon les formations à la fois leur caractère plus ou moins demandé, c'est-à-dire est-ce que c'est plus ou moins sélectif pour y entrer, et puis des éléments d'appropriation pour vous représenter eh bien, pour un lycéen qui vous ressemble, qui a fait le même parcours que vous, comment il a reçu des propositions les années précédentes. D'abord, une information macro. Vous avez à gauche, sur la capture d'écran, les chiffres globaux d'accès à cette formation. Alors là, c'est 2024 parce que j'avais fait la capture d'écran un peu avant Noël, mais cette année maintenant, les chiffres que vous voyez sont 2025, où on vous dit qui a été candidat, combien ont reçu de propositions, combien ça venu. Et puis quand vous choisissez votre profil de lycéen, sur la droite de l'écran, vous êtes là, bac général, et bien vous voyez la déclinaison de ces mêmes données, c'est-à-dire que parmi l'ensemble des candidats, combien ont candidaté du bac général, combien ont eu une proposition, combien ont accepté de venir. Et vous avez là une information sur le taux d'accès. Le taux d'accès à une formation, ça figure systématiquement sur Parcoursup. Ça vous dit la proportion des lycéens qui ont reçu une proposition. Je fais simple. Quand vous avez 100% de taux d'accès, ça veut dire que tous les candidats ont reçu une proposition dans cette formation.
Quand vous avez 5%, bah voilà, vous avez compris, c'est évidemment beaucoup plus complexe de rentrer dans cette formation. Le taux d'accès, il est calculé par type de bac parce qu'évidemment, selon les formations, vous n'avez pas les mêmes taux d'accès entre les différentes séries de bac. C'est pour ça qu'on a décliné l'information par série de bac. Si on passe à la diapo suivante, vous arrivez à ce qu'on appelle, ou les médias appellent le simulateur. Le nom n'est pas si mal choisi que cela. Parce que c'est bien cela. Alors, simulateur, c'est pas de la prévision non plus. Parcoursup, ça n'est pas Madame Irma ou Madame Soleil. Parcoursup vous donne de l'information juste sur ce que l'on voit dans le rétroviseur. Première étape, là, vous voyez, il y a 3 captures d'écran. Je commence à gauche. Vous avez la possibilité vous-même de renseigner vos enseignements de spécialité de terminale et d'évaluer, d'estimer votre moyenne générale. Et vous voyez qu'il y a un petit curseur horizontal qui va entre 8 et 20 on ne peut pas dépasser 20, et ça vous permet évidemment de vous positionner en termes de ce qu'est votre moyenne, je précise, sans les options, sans les coefficients. Et puis quand vous cliquez sur voir le résultat, vous arrivez à la projection qui est au milieu et dans lequel on vous dit eh bien, pour un lycéen qui a fait mathématiques SES en terminale et qui a une moyenne générale de 15 sur 20, dans cette formation, il a reçu régulièrement des propositions d'admission, ça veut dire entre 20% et 50%. Il aurait pu évidemment, et vous voyez tout en haut, on aurait pu en recevoir rarement, occasionnellement, plus de 50%, plus de 80%. Il y a une gradation évidemment, et vous pouvez faire cette simulation sur chacune des formations de Parcoursup, y compris sur la même formation, mais dans plusieurs établissements différents. L'objectif, c'est de vous permettre d'appréhender. Et l'objectif politique de politique publique que nous portons, il est double. À la fois, aider des jeunes peut-être à se défaire de leurs réflexes d'autocensure. Parce que certains jeunes, parfois, ont le sentiment qu'ils n'ont pas le niveau pour rentrer dans une formation. Et là, ce qu'on essaye de faire, c'est se projeter pour montrer que peut-être un vœu est possible. Et donc que vous avez la possibilité, en tout cas, de faire ce vœu ambitieux. Et il faut rester ambitieux. C'est l'âge ou jamais d'être ambitieux. Donc il ne faut pas hésiter. La deuxième chose, c'est aussi à l'autre sens, d'éviter la surconfiance. Je suis un élève brillant, alors il y en a beaucoup, et je ne fais qu'un seul vœu, je ne veux aller que dans les 2 ou 3 lycées qui ont une très forte réputation, très connue. Eh bien, quand vous faites le simulateur, c'est peut-être aussi l'occasion de voir que si vous ne faites que 2, 3 vœux, vous prenez un risque. Encore une fois, diversifiez vos vœux. L'objectif n'est pas de vous obliger à aller ailleurs que là où vous voulez aller de manière la plus forte. Mais, encore une fois, moi, je ne peux pas vous prédire que vous serez automatiquement pris parce que des élèves avec des très bons résultats, il y en a beaucoup en France. Et donc, mieux vaut se ménager des possibilités. Plus vous diversifiez vos vœux au moment de la formulation des vœux, plus vous vous donnez des possibilités de choix et vous diversifiez vos possibilités de choix au moment de la phase d'admission au mois de juin. Chaque résultat est accompagné de conseils et puis de rappels de quels sont les critères, évidemment, de la formation, les critères spécifiques. Parce que si vous avez une moyenne générale gonflé, allez, je vais dire un peu de manière caricaturale, gonflé à l'hélium par l'EPS et que vous voulez aller dans une filière scientifique, ben, prenez soin de regarder que c'est peut-être moins l'EPS qui vont prendre en compte que les matières scientifiques. Évidemment, ça vous paraît complètement logique, mais il faut toujours garder ça en tête quand on utilise ce simulateur. Et puis, dernier élément qui est sur la droite, c'est un élément d'information qui vous dit quelle est la photographie de ceux qui étaient là en moyenne sur les 3 dernières années, avec les niveaux de notes, et puis avec la diversité des enseignements de spécialité. L'objectif, c'est de montrer que sur les formations, il y a des formations qui ont une très grande diversité dans cette doublette d'enseignements de spécialité. Il y en a d'autres, ben, au contraire, c'est beaucoup plus restreint. Et évidemment, ces éléments-là sont très articulés avec les résultats. Ce sont les résultats réels des formations des précédentes années. Donc, n'hésitez pas à utiliser ce simulateur. L'an dernier, il a été utilisé quasiment 15 millions de fois. Donc, c'est vous dire que c'est utile dans votre réflexion pour vous conduire à affiner votre projet avant de faire vous. Diapo 14. Une dernière élément d'information utile pour certains, évidemment, les taux de réussite, les débouchés professionnels, quelle est la proportion des étudiants sortis de la formation qui sont en emploi ou qui sont en poursuite d'études. Et puis même des informations que nous donnons depuis l'an dernier sur le salaire net médian
un an après la sortie de la formation. Voilà aussi, dans ces choix de poursuite d'études, il y a aussi des finalités à vocation professionnelle et il faut que vous les ayez en tête avec les niveaux de rémunération réels. Diapo suivante. Pour faire quelques petites synthèses sur la question des vœux, évidemment, je pourrais revenir à travers vos questions sur quelques précisions. Vous avez jusqu'à 10 vœux possibles et puis vous avez 10 vœux supplémentaires pour des formations en apprentissage. Ce sont des vœux différents, donc 2 fois 10 en quelque sorte. Vous avez la possibilité sur les formations sélectives de faire des fois des sous-vœux. Qu'est-ce que sont les sous-vœux? Les sous-vœux, c'est lorsque pour une même formation, il y a plusieurs établissements qui la proposent. Je vous donne un exemple. Ceux qui sont parmi vous intéressés par les classes préparatoires aux grandes écoles, je prends par exemple les classes préparatoires économiques et commerciales générales, ECG, eh bien, vous pouvez choisir un vœu ECG, vous pouvez choisir jusqu'à 10 lycées, ce sont les sous-vœux qui proposent cette même formation. Les vœux sont formulés librement, ça veut dire qu'il n'y a pas de proportion de formation sélective ou non sélective, de proportion de prépa et de BTS, j'en sais rien moi. Ça n'existe pas, c'est vous qui avez pleinement la liberté du choix de vos vœux et vous n'avez pas à les classer et une réponse sera apportée à chacun de vos vœux formulés à compter du 2 juin. La date de formulation des vœux n'est pas prise en compte, ça veut dire que ça n'est pas une course de vitesse, c'est pas premier arrivé, premier servi, vous faites vos vœux, et peu importe la date à laquelle vous faites, moi ce que je contrôlerai, c'est qu'au 12 mars 23h59, je ferai une photo finish et je photographierai votre panier de vœux. Le 13 mars, c'est trop tard. Vous pouvez pas en ajouter ou en enlever. Par contre, évidemment, jusqu'au 12 mars, 23h59, vous avez le droit de les modifier, de les changer. Donc, pas de précipitation, trouvez de bon rythme et puis évitez d'attendre la dernière minute pour les faire. C'est trop de l'occasion de stress. Chaque formation n'a connaissance que du vœu que vous avez fait pour elle. C'est important. Votre panier de vœux, c'est votre propriété personnelle. C'est pas la portée connue aux yeux de tous. Et il n'y a que vous. Donc ça veut dire que vous n'avez pas à être gêné par la question de la cohérence des vœux. Finalement, la cohérence, c'est pour vous. C'est vous qui devez porter votre propre cohérence. Mais les autres n'ont pas à regarder ou n'ont pas l'occasion de voir si vos vœux sont cohérents ou pas. Et vous ne devez pas craindre quelqu'un qui jugerait que vous avez fait un vœu pour A et un vœu pour B et que c'est pas cohérent. Voilà, chacun ses difficultés. Et puis, je pourrais y revenir, mais je le signale là, parce que c'est toujours la question importante que me posent tous les élèves, c'est, oui, mais si on a formulé plusieurs vœux, qu'on en a un qui est préféré, mais qu'on a des réponses sur les autres vœux, eh bien, on peut tout à fait les accepter tout en gardant en attente, finalement, le vœu que vous préférez jusqu'à ce que vous l'ayez, en quelque sorte. Donc voilà, vous n'êtes pas condamné dès le début de la phase d'admission au mois de juin à faire un choix définitif. Parcoursup vous permet de changer d'avis, d'attendre, le cas échéant, que vous ayez votre meilleure proposition. Ça vous dispense pas d'en accepter une provisoirement, puisque toutes les propositions qui vous seront faites, c'est sur les vœux que vous avez formulés vous-même. Donc, choisissez bien des vœux qui vous intéressent, pas des vœux qui vous intéressent pas. Diapo suivante. Qu'est-ce qu'il y a dans un dossier Parcoursup? Et ça me permet aussi de faire du coup là une déclinaison sur la spécificité de ceux qui sont dans des sections binationales, comme c'est votre cas dans le réseau Abibac. Alors dans un dossier Parcoursup, il y a d'abord des aspects de notes, bulletins scolaires, notes de baccalauréat sur l'année de première et puis les 2 premiers trimestres ou le premier semestre de l'année de terminale, selon les organisations choisies par les lycées, qui sont parfois variables. Il y a des informations sur les parcours spécifiques et là, voilà, votre parcours dans le réseau Abibac est connu de Parcoursup et vous pourrez, dans votre dossier, peut-être certains se sont déjà inscrits sur Parcoursup, voir combien, voir vos résultats, voir votre identification. Si jamais d'ailleurs il devait y avoir une difficulté parce que vous vous reconnaissez pas dans votre dossier Parcoursup, à ce moment-là, vous le signalez à la scolarité de votre lycée, au secrétariat du proviseur, on va dire ça comme ça, et ils modifieront et ça remontera et ça sera corrigé dans Parcoursup. Évidemment, on prend en compte aussi certification des compétences PIX que l'ensemble des élèves de terminale va passer d'ici le début du mois de mars. C'est à peu près le calendrier. Et puis vous avez ce que tête à gauche des éléments soit qui sont produits pour vous, soit qui vous sont demandés, soit qui sont produits par votre lycée.
Les éléments que vous pouvez produire, c'est cette rubrique activité centre d'intérêt. C'est une rubrique facultative, mais qui permet de faire valoir des expériences, des compétences, des engagements que vous pouvez avoir. Vous avez une activité littéraire, artistique, culturelle, sportive. Voilà. Vous avez une passion pour l'international. Vous avez eu l'occasion de faire plusieurs voyages en Allemagne qui vous ont acculturé non seulement à la langue, mais aussi à la culture, mais aussi à d'autres types de compétences qui sont utiles et que vous pouvez faire valoir dès lors que ça a un sens pour vous et pour votre dossier. J'allais vous dire, il ne s'agit pas de vous dire ah, il faut faire la course à celui qui a le plus d'activités, le poney, le piano ou le violon. Si vous n'avez pas fait avant, ça sert à rien de vous y mettre maintenant, ça vous aidera pas dans Parcoursup. Par contre, c'est l'occasion de, pour chacun des élèves, de se dire que vous n'êtes pas que des élèves, vous êtes aussi peut-être des jeunes qui avaient tout un tas d'éléments à faire valoir et je crois que c'est intéressant. La lettre de motivation, je le signale parce que ça n'est pas, elle n'est pas obligatoire, elle n'est obligatoire que si les formations l'ont demandé et cette année, nous avons demandé aux formations d'être plus explicites. Comment elles l'utilisent? Est-ce qu'elles l'utilisent de manière systématique, parce que c'est un élément systématiquement pris en compte, ou est-ce qu'elles l'utilisent de manière plus aléatoire? Elles les liraient pas toutes, mais simplement, ça leur permet de compléter l'analyse d'un dossier, de départager des candidats. Voilà. En tout cas, quand elle est demandée, il faut la faire, et vous avez dans votre dossier Parcoursup une petite vidéo, une petite fiche réflexe en quelque sorte pour vous aider à construire cette lettre de motivation. Évidemment, n'hésitez pas à demander à vos parents. Il ne s'agit pas que vos parents les écrivent pour vous, mais que vous puissiez écrire et que vous sollicitiez. Ça peut être aussi votre dialogue avec le prof principal. Le seul dialogue que je peux pas vous interdire, vous savez bien, mais moi j'appelle votre vigilance. Le dialogue avec ChatGPT sur la lettre de motivation me paraît fortement à déconseiller. Un, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Les enseignants du supérieur sont comme vos enseignants du lycée, ils ont un chouïa d'expérience, ils savent très bien reconnaître. Et puis en plus, ils ont un élément, c'est qu'ils ont les appréciations de vos professeurs. Et que quand tout d'un coup, on a une lettre baudelairienne et qu'à côté, on a une appréciation du professeur de français qui mettait en doute la qualité de l'expression écrite, vous voyez, ça donnera une appréciation négative de votre dossier. Et ça se verra. Et en plus, c'est pas ce qu'ils attendent. Ce qu'ils attendent, c'est une expression personnelle, sincère, concrète. On vous demande pas d'être des spécialistes par définition. Vous allez devenir étudiant. Vous l'êtes pas encore. Parce que par contre, ce qu'on peut demander, c'est est-ce que vous avez compris les attentes de la formation? Est-ce que vous les avez bien intégrées? Est-ce que ça s'inscrit dans un projet personnel, professionnel? Est-ce que vous avez participé à des journées portes ouvertes? Donc voilà, il s'agit simplement de dire des choses assez simples, finalement, sans trop s'étendre, mais voilà. Des pièces spécifiques ou formulaires, ça peut arriver. Il y a des formations qui peuvent demander des éléments particuliers. Je pense notamment à ceux qui seraient intéressés par les formations d'art et de design. Eh ben, on demande une expression de la créativité artistique. Et puis, il y a la fiche à venir renseignée par vos professeurs disciplinaires qui peuvent mettre une appréciation spécifique dans votre dossier sur votre compétence dans la discipline, des appréciations transversales de votre professeur principal, méthode de travail, capacité à s'engager dans le travail, engagement et responsabilité dans ou hors de l'école, et puis l'appréciation personnelle du proviseur sur chacun des vœux que vous avez formulés, sur votre capacité à réussir. Vous n'aurez pas l'occasion de voir ce qu'écrit votre professeur ou l'équipe de direction au moment où ils l'écrivent, simplement pour pas qu'il y ait de pression inutile. Faites confiance à votre équipe de lycée et comme vous faites confiance dans les enseignements, par contre, dès le 2 juin, vous aurez la visibilité sur l'intégralité de ce qu'auront écrit votre lycée euh, sur votre dossier. Diapo 17, quelques conseils. C'est d'abord de prendre connaissance du calendrier, des modalités de fonctionnement. Il y a beaucoup d'outils qui vous sont suggérés, proposés de manière à ce que vous ayez tout en tête. Anticiper, n'attendez pas la dernière minute. Alors, j'imagine que chacun derrière son écran opine du chef en se disant il a bien raison le monsieur. Moi, ce que je vois, c'est que 70% des élèves finissent leurs vœux dans les 3 derniers jours. Donc, mais ceci étant, je continue à adresser mon message et je vous rassure, je termine mes impôts, je crois, dans les 2 derniers jours. Donc, je suis pas non plus exemplaire. Mais enfin bon, c'est toujours mieux d'éviter la dernière minute quand on a à faire des choix qui vous importent. Faites des vœux pour des formations qui vous intéressent.
Les vœux de Parcoursup, ça réchauffe pas l'hiver, donc ça sert à rien d'en faire qui vous intéresse pas. Ne vous auto-censurez pas. Pensez à diversifier vos vœux. Évitez surtout de faire qu'un seul vœu parce que c'est une prise de risque majeure. Ne restez jamais seul avec vos questions. Il n'y a pas de questions idiotes. Je crois que c'est important à le dire. Donc, n'hésitez jamais à engager le dialogue avec votre famille, avec le professeur, avec d'autres professeurs avec qui vous avez une affinité ou une confiance. En fait, c'est ça. Quand on doit confronter quelque chose, il faut se sentir en confiance et n'hésitez pas à vous livrer. Préparez-vous aussi à choisir. On vous demande pas de faire de classement, je l'ai indiqué tout à l'heure, mais en même temps, il faudra bien qu'au mois de juin, vous fassiez un choix. Un choix, voilà, donc vous renoncerez à certaines formations, vous irez dans une autre, mais je voudrais le dire, personne ne joue sa vie non plus sur Parcoursup. C'est important à redire, malgré toute la pression que la société met sur vos épaules sur ce choix-là. On peut se réorienter, on peut se trouver des passerelles. Ce qui est important, c'est de faire ce que vous avez envie, croyez dans ce que vous avez envie de faire, mais vous avez le droit d'avoir une maturation différente. Et puis sur certains ce soir qui nous écoutent, qui se disent mais moi je sais pas quoi faire, c'est pas une maladie. Voilà, je le précise, moi j'ai comme vous, je savais pas vraiment ce que je voulais faire. Je sais pas si je sais aujourd'hui, mais enfin en tout cas j'ai fait des choses. Euh, et je crois que c'est ça, il faut aussi un petit peu relativiser. Il faut pas vous mettre des kilotonnes de pression même si parents, environnement vous en met un peu plus parfois. Voilà, dites-vous aussi que vous pourrez progressivement choisir votre parcours. Là, c'est une première d'accès à l'enseignement supérieur. Et moi, ce que je dis en étant chef de Parcoursup, l'important, c'est pas de réussir Parcoursup, l'important, c'est de réussir ses études. Et il faut pas se tromper d'objectif. Et il faut pas se tromper. Vous savez, on dit que l'idiot, il regarde le doigt au lieu de regarder la direction. C'est un peu ça, en fait, si je prends ce point de comparaison. Dernière diapo, je crois, des services qui sont là pour vous répondre tout au long de de la procédure, des numéros verts gratuits, messagerie contact, où ce sont des professionnels qui répondent, de Parcoursup qui vous répondent, des réseaux sociaux dans lesquels on est très présent. Vous pouvez vous abonner et permettre de suivre l'actualité. On fait des alertes, on fait des rappels, on fait des réponses à des questionnements, beaucoup d'éléments vidéo aussi, et puis même un site d'entraînement pour lorsqu'on en sera à la phase d'admission, de manière à ce que euh, la technique de Parcoursup, ce soit quelque chose de transparent et facile pour vous, pour que vous vous concentrez sur la question qu'est-ce qui m'intéresse et qu'est-ce que je choisis. C'est ça notre ambition de vous accompagner au mieux. Très bien. Bah, écoutez, merci déjà beaucoup pour ce temps de présentation très dense, très riche. Euh, voilà, il est 19h37. On peut prendre encore un petit peu de temps. Alors, il y a quelques questions, mais n'hésitez pas donc à en poser d'autres si vous le souhaitez, hein. On a insisté là-dessus. À la fin, je vois une Oui, question là, à la fin du chat et puis j'y réponds parce que je pense que c'est vraiment une question qui se pose souvent. oui, Euh, je vais essayer de prendre des cas concrets comme ça permet de se projeter vraiment. Imaginons que vous avez 5 vœux, vous avez formulé 5 vœux et puis le 2 juin, vous avez pour l'instant 2 réponses et puis vous avez 3 vœux qui sont en attente. Vous êtes dans une liste d'attente. Vous avez eu donc 2 réponses positives. Ce que Parcoursup va vous demander, c'est d'abord de choisir entre ces deux. Vous ne pouvez garder, comme moi je suis assis sur qu'une chaise, vous ne pourrez avoir qu'une seule place en même temps sur Parcoursup, donc vous devez faire un choix entre A et B. Mais au moment où vous choisissez entre A et B, vous avez toujours, j'ai dit 3 vœux qui sont en attente, C, D, E, et imaginons que c'est un de ces 3 qui est votre vœu préféré. Eh bien, vous pouvez toujours accepter, par exemple, la proposition A et demander à Parcoursup de garder en attente, ben, peut-être les 3 vœux en attente ou un seul uniquement en fonction de ce que vous êtes. Et puis, si 5 jours après, vous recevez sur Parcoursup votre vœu préféré, ben à ce moment-là, vous pourrez l'accepter, vous me rendrez le premier vœu que vous aviez accepté, et puis vous aurez définitivement. En tout cas, vous voyez, vous avez le droit de maintenir autant de vœux en attente que vous avez un vœu de vœux en attente. En fait, il n'y a pas de limitation de nombre. Et puis, le choix, vous devez le faire entre le 2 juin et le 10 juillet, c'est la durée de la phase principale. Je précise que là, pour ça, ça peut paraître très théorique jusqu'après un peu en ce moment, là, pour vous, mais quand on en sera au mois d'avril, on vous mettra à disposition un site d'entraînement dans lequel vous pourrez voir exactement qu'est-ce que ça veut dire recevoir une proposition, répondre favorablement, garder des vœux en attente. C'est fait pour vous aider à
déstresser sur la partie technique. Et puis, vous savez, moi, quand j'étais jeune, j'avais des jeux électroniques dans lesquels on ouvrait une porte et il y avait une trappe. Voilà, ça n'existe pas sur Parcoursup. À chaque fois que vous faites un choix, on vous demande de le confirmer de manière à ce que mon objectif, c'est d'éliminer personne, c'est plutôt de vous accompagner à faire les bons gestes et les bons choix. Alors, si vous avez des vœux, oui, Parcoursup ne s'adresse qu'aux formations situées en France. C'est important, évidemment, pour ceux qui ont des alternatives possibles sur des études en Allemagne. Moi, ce que je vous conseille, c'est de toute façon, faites les deux. Et puis, vous choisirez le moment venu ce que vous préférez. Évidemment, vous avez le droit de conduire les deux en parallèle, et puis le moment où vous avez choisi définitivement, bah, vous vous désinscrivez de Parcoursup si vous avez choisi évidemment d'aller faire vos études outre-Rhin. Par contre, si vous souhaitez, vous avez construit un projet pour aller à Karlsruhe, Cologne ou autre, et puis que ça tombe à l'eau pour des raisons Y ou Z, eh bien, c'est bien d'avoir eu ces vœux sur Parcoursup pour vous ménager des solutions. Je vous dis, j'ai même eu, moi, des situations, mais parce que Parcoursup, c'est la vie telle qu'elle est, de cas, je me rappelle plus si c'était un garçon ou une jeune fille, mais il a rencontré l'amour de sa vie. Et évidemment, son départ à l'étranger s'en trouvait largement obscurci. Il a choisi ça ou son dulciné et il a préféré que ce soit. Donc, ménagez-vous des possibilités. On vous demande pas de choisir tout de suite. Préservez-vous le champ des possibles en ayant ces alternatives. Très bien. Il y a eu une question aussi, il y a eu quelques réponses, mais peut-être que vous allez pouvoir confirmer tout ça. Sans doute un élève ou une élève de première qui dit: que faut-il faire sur Parcoursup en classe de première générale? Alors, en fait, j'allais vous dire rien. Ça serait la réponse de base parce que de toute façon, on est candidat sur Parcoursup avec des actions concrètes à faire quand on est un élève de terminale. Par contre, vous avez tout à fait la possibilité de vous créer un compte sur Parcoursup. Vous avez simplement à rentrer votre adresse mail. Vous aurez un compte personnel qui vous sera tout à fait personnel. On le partage avec personne dans lequel vous pouvez vous identifier des favoris, des formations favoris et mettre déjà des annotations. Moi, j'ai déjà vu des situations dans lesquelles, ben, par exemple, un élève ou une élève qui hésite entre plusieurs types de choix, eh bien, en première, il va participer à une journée porte ouverte sur tel ou tel type de formation pour s'en faire d'autres à visiter en terminale. Voilà, il y a une manière d'anticiper. Ça ne veut pas dire que ça vous commande dans vos choix, mais ça veut dire simplement que progressivement, vous affinez votre projet d'orientation. Donc voilà, rien, c'est à la fois juste et en même temps, si vous anticipez, vous créez les conditions, je crois que c'est pas mal. Très bien, je crois, j'ai vu aussi une question, une demande d'éclaircissement sur la moyenne générale indiquée. S'agit-il de la moyenne générale de l'élève sur les 3 derniers trimestres, ou sur Voilà. le dernier semestre, ou En encore la fait, moyenne générale dans les matières clés? Euh, alors, on peut pas rentrer dans, enfin, comment dire, c'est la moyenne générale sans coefficient, sans option. À partir de vos enseignements, et j'allais dire, là, on est dans le premier, deuxième trimestre, vous prenez les notes que vous avez. C'est pas un élément scientifique, vous voyez ce que je veux dire, à 0,5 près. Vous avez un ordre d'idées. Quand vous naviguez dans le curseur, voilà, vous pouvez faire à 14, à 15, et puis c'est pas inintéressant de regarder, y compris qu'est-ce que ça donne. Si vous avez telle moyenne aujourd'hui, de regarder ce que ça donne, et puis de vous projeter vous mettez un petit coup de collier, vous avez 1 ou 2 points de plus à la moyenne, est-ce que ça a un effet, notamment sur cette formation? Ça sert aussi à ça, à se projeter et à se représenter et y voir aussi l'intérêt. Très bien. Alors peut-être aussi une clarification. Je sais qu'en tant que professeur, on entend souvent cette question, cette préoccupation. Certaines écoles prennent en compte le rang. Est-ce que le niveau de la classe ou du lycée est aussi pris en Alors, compte? le niveau de la classe, il est mentionné, il est renseigné par le proviseur systématiquement. Vous avez le rang de l'élève, vous avez la moyenne du groupe. Alors, je précise que c'est par groupe, hein. Vous avez la moyenne du groupe, vous avez la moyenne la plus haute, la moyenne la plus basse. Et en fait, c'est intéressant et beaucoup d'écoles ou de prépa qui s'en servent parce que, évidemment, alors vous avez un 14, c'est pas la même réalité si toute la classe a 14 ou si la classe a 10 pendant que vous avez 14. Mais je crois que ça, voilà, ça tombe sous le sens ce que je dis, mais vous comprenez mieux comment on relativise.
Je pense pas qu'ils prennent en compte les éléments tellement liés au lycée. Alors ça peut être simplement pour essayer parfois de comment dire, de réguler des différences de notation fortes entre les lycées. Ceci étant, moi, je suis toujours un peu dubitatif sur cette manière de faire parce que, en fait, ça peut cacher, vous savez, bien plus, moi, quand je regarde ces éléments-là et qu'on les analyse de près, il y a peut-être plus de différences de notation à l'intérieur d'un même lycée, parfois, que entre lycées. Et vous pouvez vous retrouver, enfin, je veux dire, il m'a été, j'ai été élève de profession pendant quelques années, et j'ai eu aussi, selon l'enseignant, bah, une différence de notation. D'où l'importance du travail que fait l'éducation nationale avec évidemment tous les proviseurs et les équipes pédagogiques, d'essayer à travers des projets d'évaluation d'établissement de mieux harmoniser finalement les notations. Voilà. Mais soyez serein aussi par rapport à ça. C'est pas parce que vous venez de tel lycée X ou Y que votre destin s'en trouve obscurci ou au contraire éclairci. Voilà, il y a tous les élèves de France reçoivent des propositions d'admission. Merci. Une question aussi, vous en avez un petit peu parlé, mais est-ce qu'il y a un impact de la formation à BIBAC sur les vœux? Est-ce que quelque part il y a une sorte, non pas de bonus, mais est-ce qu'on est plus souvent accepté, demande à un élève? Est-ce que c'est reconnu? Alors, Quel est votre regard sur ces sections binationales? il n'y a pas un bonus chiffré en disant ça c'est 4 points de plus pour une raison toute simple, c'est que je donne pas de points. Moi personnellement, et que évidemment ça va être variable selon les formations. Chaque année, nous portons à la connaissance des formations post-bac des éléments de connaissance, d'acculturation des réseaux, et j'imagine que c'est aussi dans les missions du réseau Abibac de se faire connaître les spécificités, les particuliers, les compétences que vous allez développer dans vos enseignements à travers. Donc, nous, ce que l'on garantit, c'est le fait que la spécificité de votre scolarité, elle est prise en compte, elle est signalée aux formations du supérieur de manière à ce qu'ils puissent appréhender. Ça vous interdit pas, vous, au-delà même de votre bulletin scolaire, quand j'ai évoqué tout à l'heure la rubrique activité centre d'intérêt, de montrer ce que vous avez à valoriser, qui est lié à votre double compétence de maîtrise de langue au sein de votre réseau. Et évidemment, il y a des formations, alors je les connais pas moi toutes, mais ça fait partie, vous savez, les, 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 euh, les formations post-bac sont aussi intéressées par ces spécificités de parcours qui, au-delà même des connaissances, traduisent aussi je vais dire, une plasticité, une curiosité intellectuelle, qui sont des éléments qui font aussi la réussite dans le supérieur. Le supérieur, je ne sais pas il est différent, il n'est pas au-dessus du scolaire par principe, il est simplement une autre étape d'apprentissage dans lequel on vous demande plus de maturité. Ce que vous allez acquérir dans votre réseau sont des éléments de maturité, de curiosité. Et je crois que voilà, ça se valorise. Et puis après, je vous dirais, mais parce que j'imagine que en tant que professeur, c'est aussi des choses que vous dites. Euh, Ce que vous aurez fait dans le réseau Abibac aujourd'hui, c'est important pour toute votre vie. L'objectif, c'est pas un objectif court-termiste aussi que Parcoursup. Alors évidemment, c'est l'actualité de votre année avec le baccalauréat, mais pensez plus loin. Je vous dis ça, moi j'ai fait une année d'Erasmus il y a très longtemps maintenant. Je m'en souviens encore. J'y ai appris énormément. J'y ai gagné en confiance. Et voilà, ce sont des éléments qui nourrissent votre parcours et vous servent toute votre vie. Donc voilà, il y a le bénéfice court terme, mais le bénéfice à moyen terme, il est encore sans doute plus fort. Merci. Euh, Par rapport, encore une fois, une question qui tourne un petit peu autour des moyennes. Est-ce que la note du bac qui interviendrait par exemple au mois de juin, est-ce qu'elle a un impact éventuellement ou est-ce qu'on en reste aux moyennes, par exemple Alors, d'SP des deux premiers trimestres? Euh, j'ai une réponse à la fois très logique, c'est-à-dire que l'examen des candidatures, vous avez vu, se fait en avril-mai, donc par construction, les épreuves ayant lieu à la mi-juin et les résultats au début du mois de juillet, ça peut pas être pris en compte dans l'admission. Pour ceux, alors pas pour vous, lycéens de terminale, mais vos professeurs savent que
nous avons essayé une année d'anticiper les épreuves d'enseignement de spécialité pour que ça puisse rentrer dans l'examen des candidatures. La réalité a fait qu'on est revenu au mois de juin. Euh, je vous dis comme ça, je pense qu'on y reviendra dans 10 ans, mais c'est un autre débat. Vous serez plus là, j'imagine. Mais en tout cas, ce qui est important pour vous, c'est les notes du contrôle continu qui vont rentrer en ligne de compte. Ceci étant, dès que les résultats scolaires seront connus, les résultats baccalauréat seront connus, ils seront intégrés dans votre dossier. Et puis pour ceux qui, par exemple, veulent aller dans la phase complémentaire, trouver des formations, la phase complémentaire, elle s'ouvre en juin avec la possibilité de faire des vœux sur des formations qui ont encore des places vacantes. Et bien, à ce moment-là, les notes de baccalauréat feront partie de l'examen de candidature au moment où elles arriveront. Mais en l'état, pour l'essentiel, pour tous les vœux que vous allez formuler maintenant jusqu'au mois de mars, ce sont les notes résultats du compte continu, à l'exception évidemment de la note de français, épreuve écrite et orale de baccalauréat, qui est celle qui constitue votre dossier. Et pour vos successeurs l'an prochain, on y ajoutera la note de mathématiques, puisqu'il y aura une épreuve anticipée mathématique, comme il y a le français dès aujourd'hui. Très bien, mais écoutez, peut-être une dernière question, peut-être repréciser quand on obtient une réponse positive à deux vœux, est-ce que vous pourrez appeler la durée dont on dispose pour faire le choix? Alors, elle est variable un peu. Quand vous avez les réponses le premier jour, le 2 juin, on vous donnera jusqu'au 4 juin minuit pour répondre. Et puis ensuite, dans le rythme de croisière, en quelque sorte, de Parcoursup, vous avez 48 heures pour répondre. Alors, certains, je ne les vois pas, mais je les devine, disent, ah, mais c'est très court pour choisir. Enfin, c'est très court. Vous y pensez, il faut y penser aussi dès maintenant, c'est-à-dire qu'à un moment. Et puis, j'allais vous dire par expérience, je vous laisserai 3 semaines que vous seriez dans le même embarras qu'en 48 heures. Et donc, j'aurais moi perdu quasiment 2 semaines et demie dans le processus. S'il y a des délais raccourcis, ben, c'est précisément parce que on veut aussi que le maximum. Il ne faut pas que, en tardant à répondre, vous bloquiez les autres. C'est ça l'objectif. Et donc, c'est d'apporter le maximum de réponses à tous pour vous permettre que, je l'ai dit, au bout d'une semaine, plus de 80% des élèves ont eu au moins une proposition. Si je prends le bac général, je suis à plus de 90%. Ça veut dire que j'ai essayé, moi, de rassurer le maximum d'élèves avant que vous passiez les épreuves écrites du baccalauréat. C'est ça mon job. Euh, et puis, cela veut dire aussi, je l'ai indiqué tout à l'heure, mais ça permet de le souligner maintenant, grâce à votre question, c'est que il faut quelques jours avant que la phase d'admission débute, vous vous repreniez les vœux que vous avez formulés dans votre tête pour vous mettre en situation, si j'ai plutôt ci et plutôt ça, est-ce que je choisis? Voilà. Moi, je vous conseille aussi, là aussi, restez pas tout seul avec votre questionnement. Vous pouvez évidemment en parler à vos parents, évidemment aussi en parler avec vos professeurs. Je crois que cet accompagnement là au choix, il est aussi important de ceux qui ont rien que ceux qui ont quelque chose et hésitent à choisir. Voilà. Donc, choisir, croyez-moi, vous avez déjà commencé à savoir ce que c'est et vous ferez votre choix toute la vie, hein. Donc c'est un choix plus important peut-être que d'autres, mais en même temps à relativiser parce que vous pouvez vous réorienter aussi. Donc pas de panique. Et vous avez peut-être vu aussi, il y a eu une question en bas du chat. Comment positionnez-vous les lycées hors contrat sans contrôle continu par rapport aux autres? Donc, ce serait Comment je l'idée, positionne, pardon? les lycées hors contrat qui n'auraient pas de contrôle continu. Et Alors, tout ça est ben, pris en compte? par construction, les lycées hors contrat ont fait le choix de ne pas respecter le programme scolaire et donc de ne pas avoir le contrôle continu. Donc en fait, il y a des notes, mais qui sont pas certifiées. Ils peuvent renseigner à la main, j'allais dire, mais c'est pas des notes qui remontent dans les lycées. Et Parcoursup signale aux formations post-bac que il y a des notes certifiées par les établissements publics ou privés sous contrat, et puis qu'il y a des notes renseignées de manière personnelle par les élèves dans le lycée privé hors contrat. Ensuite, ce sont les établissements. Mais voilà, on peut pas, à partir du moment où on respecte pas le programme scolaire, avoir exactement les mêmes, entre guillemets, garanties que celles qu'apportent les établissements publics ou privés sous contrat qui respectent le dit programme scolaire.
Très bien, écoutez, merci beaucoup. Je pense, monsieur Théa, qu'on a fait le Ouais. tour des questions. Il est déjà 19h54. Est-ce que vous auriez un mot de la fin, à adresser aux élèves? Le mot de la fin, c'est faites-vous confiance, même si ça vous intimide, même si ça vous... voilà, je crois que c'est un point important. Ne restez pas seul avec vos questions, c'est un point important parce que voilà, quand les choix sont difficiles, il faut partager, il faut extérioriser un peu. Vos enseignants, pour vous, c'est la première fois, pour vos enseignants, c'est maintenant sur plusieurs années, et donc ils ont aussi vu passer beaucoup de types de questionnements et qui seront très proches de ceux que vous allez avoir. Donc je crois que voilà, utilisez les ressources que vous avez près de vous, familiales, enseignants, pour vous aider à construire votre chemin. Et puis dites-vous que la route est longue et donc que vous pourrez changer de voie, que ça n'est pas si déterministe que vous le pensez, qu'il n'y a pas qu'un seul chemin qui mène à Rome. C'est important. Parfois, on pense que tout est téléguidé et déterminé. La vie est pleine de surprises, d'opportunités, vous vous en saisirez. Et puis, dites-vous bien, moi, je n'ai jamais croisé un étudiant qui demande à revenir au lycée pour être lycéen. Donc, c'est quand même un bon signal, d'une manière générale, que vous allez vous y épanouir. Donc, voilà, profitez de ce moment. C'est pas peut-être le meilleur, mais vous oublierez ensuite cette étape-là comme bien d'autres auparavant, et vous avancerez droit devant. Donc, le meilleur pour la suite de vos études au lycée encore cette année et puis ultérieurement. Et puis, dites-vous aussi que voilà, tous les services de Parcoursup sont mobilisés en appui des lycées, évidemment, pour vous apporter le meilleur accompagnement possible et faire en sorte que ce passage vers l'enseignement supérieur soit un moment d'opportunité pour vous et d'épanouissement. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour ces encouragements, direction des élèves, des familles. Merci surtout pour cette présentation, toutes ces informations on voit les remerciements dans le chat qui ont manifestement aidé, qui vont porter là pour ces semaines décisives qui approchent. Voilà, je précise que, comme d'habitude, cette conférence vous pourrez la retrouver sur la chaîne YouTube de Réseau Abibac. Vous pourrez accéder, monsieur Teilhard l'a confirmé, au diaporama que vous avez vu. Voilà pour les précisions. Une dernière chose, pour les élèves, donc merci, beaucoup d'avoir, été, présents sur ces 2 semaines et ce soir particulièrement, une bonne centaine. Merci d'avoir été là donc et puis à bientôt pour d'autres projets, notamment un concours vidéo qui va arriver. Monsieur Teilhard, grand merci. Voilà et puis, à l'année prochaine, nous Allez, espérons. avec grand plaisir. Merci à toute l'équipe du réseau et Beaucoup. merci aux élèves. Très bonne soirée à vous tous. Bonne Merci. soirée, bonsoir. Au revoir. Héloïse, merci à toi. Je Voilà. t'en prie, avec Au plaisir. revoir. Au revoir à tout le monde.